Merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour cette autre sortie d'International. Je vais donc convoquer l'expertise de Ghislain Kougan, spécialiste des questions internationales, par ailleurs journaliste consultant, pour décrypter les sujets retenus dans le cadre de cette autre sortie. Ghislain, merci d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24. Le plaisir est partagé, Donald. Nous allons tout de suite aller en République démocratique du Congo, où la Cour pénale internationale a prononcé une peine de 18 ans de prison à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, jugé responsable des crimes de sa milice en République centrafricaine de 2002 à 2003. Alors, Ghislain Kougan, quel commentaire vous inspire cette décision de justice ? Il s'agit de la troisième décision rendue par la Cour pénale internationale concernant bien évidemment des hauts commis de l'État. Il convient de préciser que Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui le tout premier haut gradé de l'État à être condamné par la Cour pénale internationale créée en 2002 aux Pays-Bas. Oui. Et donc, la situation se présente comme on peut l'apprécier, 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba, sans aucune circonstance atténuante. Les faits qui sont reprochés à Jean-Pierre Bemba, viol, pillage notamment sur des individus, sur des femmes, des enfants, des hommes en République centrafricaine, ne lui sont pas reprochés tant dans son action. En réalité, on accuse Jean-Pierre Bemba de ne pas avoir empêché ou alors suffisamment puni les auteurs de ces dérives-là. Donc en réalité, c'est pour une situation passive, parce qu'il n'est pas incriminé pour avoir agi, mais il est incriminé pour n'avoir pas sévèrement puni ceux qui se sont rendus coupables de ces actes-là. Et donc les juges estiment également que c'est lui qui donnait les ordres à près de 1500 hommes qui ont été envoyés en renfort en RCA pour notamment mater le coup d'État qui avait été déclenché par François Bozizé contre Ange-Félix Patassé en 2002. Alors vous faites bien d'évoquer justement ces accusations contre la personne de Bemba. Ça m'invite à vous poser cette question. Jean-Pierre Bemba aurait pu écoper d'une peine plus lourde au regard des multiples chefs d'accusation cumulés contre sa personne. Quel mécanisme juridique a-t-il milité en sa faveur ? Je pense simplement qu'il n'y a pas un mécanisme qui ait milité véritablement en sa faveur. Quand vous dites qu'il aurait pu écoper d'une peine plus lourde que 18 ans, c'est pour faire référence à Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, qui a demandé au minimum 25 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba. De ce point de vue, on peut comprendre qu'il a écopé uniquement de 18 ans. Mais je reprécise qu'en réalité, on indique que les 1500 hommes qui avaient été envoyés par Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président de la République démocratique du Congo, l'avaient été sur la demande de la RCA pour mater notamment la rébellion. En réalité, Jean-Pierre Bemba fait part de ce que lorsque ces 1500 hommes avaient traversé l'Ubangi, ces hommes n'étaient plus commandés par lui, obéissaient plutôt aux autorités de la République centrafricaine. Alors que c'est là la pomme de discorde entre les juges qui estiment que Bemba continue à les piloter, alors que Jean-Pierre Bemba estime qu'à partir du moment où ces hommes n'étaient plus en République démocratique du Congo, ils n'étaient plus sous son autorité et par conséquent, ils ne pouvaient pas être tenus comme responsables des actes de viol, des pillages perpétrés par ces hommes-là sur la population centrafricaine. Alors, cette condamnation annonce-t-elle une mort politique certaine pour le chef du MLC? Si oui, et pourquoi? Oui, ça va être davantage compliqué pour le président Jean-Pierre Bemba. On sait très bien que pour l'élection présidentielle de 2011 passée, il avait bien voulu déposer sa candidature. Il avait demandé au juge de lui permettre de se déplacer pour Kinshasa à l'effet de déposer par lui-même, comme l'exige la constitution de la RDC, sa candidature. Il a même proposé de payer lui-même les frais de déplacement parce qu'à travers son avion, il a un richissime homme d'affaires, il a suffisamment de moyens. Et la CPI avait carrément dit non, parce qu'étant en prison, Jean-Pierre Bemba reçoit certains leaders de l'opposition et débat avec eux des situations, des issues, notamment pour faire partie du pouvoir, le président Joseph Kabila Kabange. Eh bien, il s'agit encore d'un sérieux coup d'arrêt pour ce qui est des ambitions politiques de Jean-Pierre Bemba, qui a toujours fait entendre aux yeux et à l'écoute de la communauté internationale qu'il était encore
en course pour briguer le pouvoir en RDC. Et bien aujourd'hui, à travers cette condamnation, mais il convient aussi de préciser que les juges et les avocats de Jean-Pierre Bemba ont fait part de ce qu'ils vont interjeter appel et dont on attend encore dans les mois qui suivent pour avoir une décision véritablement finale. Mais il est clair que c'est mal embarqué pour Jean-Pierre Bemba pour ce qui est de ses ambitions de briguer le pouvoir en RDC. Est-ce qu'on va tenir compte des années qu'il aura déjà passées en prison? Effectivement, 18 ans de prison, ça veut dire qu'il a été interpellé en 2008 en Belgique, il me souviens. Alors il a déjà écopé, je crois, sensiblement 8 ans, donc il lui reste, je crois, 10 ans de prison. C'est la raison pour laquelle la procureure Bensouda exigeait 25 ans au minimum, comme ça, pour sceller directement sa mort politique. Parce qu'avec 10 ans, je pense que c'est vrai qu'il va être difficile pour lui de se refaire une nouvelle santé après avoir écopé 8 ans, c'est déjà beaucoup pour lui. 10 ans encore, ça l'est davantage. À 53 ans, c'est possible 10 ans de prison? Effectivement, 53 ans, ça fera combien? Ça fera 63 ans. Entre-temps, la vie politique au Congo est en train de se métamorphoser. Il y a de nouveaux leaders qui émergent. Il va être difficile de garder la main. On va tout de suite passer à autre chose. Nous allons cette fois au Gabon. L'Union sacrée pour la patrie a lancé le samedi 28 avril à Libreville son plan de destitution du président Ali Bongo Ondimba. Ça, c'était en avril. Mais en juin, pendant ce temps, les partisans du président sortant et candidat à sa propre succession dressent plutôt un bilan positif favorable à la réélection de leur champion. On regarde et on revient sur le plateau. Au Gabon, le bilan des actions menées par le président Ali Bongo Ondimba au cœur de débat quelques mois de la présidentielle. Les partisans de l'actuel chef de l'État gabonais dressent ainsi un bilan positif. Selon eux, plusieurs projets dans des secteurs porteurs ont été réalisés par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. En 7 ans, on a connu des secteurs qui se sont développés. En 7 ans, il y a plus d'infrastructures routières. En 7 ans, il y a un peu plus de logements sociaux. En 7 ans, on a fait des efforts dans le développement des industries, dans la transformation de l'économie. Et donc, de ce point de vue, oui, il y a du développement. La question du partage. Est-ce que, oui ou non, il y a eu du partage? Oui. Partage dans la question de la création des richesses et de leur redistribution. À travers des mécanismes comme la CNAMGS, c'est du partage, qui est une assurance maladie universelle qui aujourd'hui concerne 2 Gabonais sur 3. Pour décrisper le climat politique déjà tendu, l'opposition a appelé à un dialogue inclusif avant la tenue de l'élection présidentielle. Pour certains membres de l'opposition, des questions préjudiciables liées à la transparence électorale n'ont jamais jusqu'ici été réglées. Selon eux, cette question devrait être garantie par la mise en place d'un système électoral biométrique depuis 2013. Vous savez, il y a d'abord un premier problème de principe. Si les oppositions africaines ne doivent passer leur temps qu'à dénigrer leur propre pays, leurs États, et à ne rien proposer, ce n'est plus de l'opposition, c'est de l'obstruction. L'élection présidentielle au Gabon aura lieu le 27 août 2016. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Plusieurs membres de l'opposition ont aussi annoncé leur candidature, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. La présidentielle d'août 2016 avance à grands pas et la classe politique gabonaise se met déjà en ordre de bataille. Une bataille qui promet d'être rude. L'élection présidentielle aura donc lieu au Gabon en août prochain, août 2016 pour être plus précis. Alors, cet argument sur la nationalité régulièrement brandi par l'opposition gabonaise est-il de nature à déloger Ali Bongo de la présidence de la République? Pas du tout, puisque le débat même n'a pas de substance. Il est même, je crois, déjà clos aujourd'hui, puisque Ali Bongo a déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle du 27 août prochain. Donc, je ne pense pas que la question de la nationalité du président Ali Bongo soit véritablement un argument qui puisse rassembler l'opposition comme le veut Casimir Yemba et qui a écrit à chaque candidat déclaré pour une rencontre, une plateforme à l'effet d'essayer de trouver des voies et moyens pour disqualifier Ali Bongo sous le prétexte de ce qu'il ne serait pas de nationalité congolaise. Non. Je pense gabonaise, vous voulez dire? La nationalité gabonaise, autant pour moi, non. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres arguments pour batailler contre Ali Bongo Ondimba. Et à ce moment, l'argument qui peut être un peu
béton qui peut titiller Ali Bongo se trouve au sein du PDG. Parce que lorsqu'Ali Bongo a annoncé sa candidature de briguer un nouveau mandat, d'être le candidat du PDG, au sein du parti, il y a des voix qui sont élevées pour un peu dire leur mécontentement pour certains de voir qu'Ali Bongo veuille encore briguer un nouveau mandat. C'est peut-être à ce niveau qu'il faut voir de plus près. Pourquoi la classe politique gabonaise et même la société civile gabonaise écarte-t-il le cas Jean Ping? On pourrait aussi contester sa nationalité. Non, mais Jean Ping est congolais, Jean Ping est gabonais autant pour moi. Jean Ping est gabonais. Bon, on ne peut pas contester la nationalité de Jean Ping aujourd'hui. Pourquoi pas hier, puisqu'il a travaillé auprès du vieux Omar Bongo Ndimba. Tout comme Ali Ben Bongo. Oui, mais Ali est le fils. Ali n'a jamais été président. On peut s'interroger pourquoi c'est aujourd'hui qu'on veut remettre en question la nationalité d'Ali Bongo. Est-ce qu'en 2009, cela n'était pas valable? On comprend très bien qu'il s'agit des uns et des autres qui cherchent des voies et moyens pour écarter à travers des voies qui ne sont pas toujours très catholiques le président Ali Bongo au pouvoir. Il faut l'attaquer sur des sujets qui intéressent véritablement le Gabon. Je ne pense pas que le fait qu'Ali Bongo soit gabonais ou pas soit véritablement un sujet porteur qui puisse unir, qui puisse être un argument suffisamment valable pour remettre en question la gouvernance ou la présidence d'Ali Bongo. Est-ce qu'on veut nous faire comprendre que parce qu'il n'est pas fils un véritable Congolais, c'est la raison pour laquelle, un véritable Gabonais autant pour moi, est-ce la raison pour laquelle d'aucuns supposent qu'il ne gouverne pas? Non. Je pense que alors, selon vous, qu'est-ce qui peut favoriser la réélection d'Ali Bongo? Son bilan à la tête de l'État gabonais? Tout simplement son bilan. Je pense quand il a pris le pouvoir, il a lancé une opération, un ensemble d'audits au sein de toute l'administration gabonaise. Et cet audit-là a mis fin à un ensemble de privilèges au Gabon. Il y en avait qui ne travaillaient véritablement pas, mais qui touchaient de l'argent. Alors Ali Bongo a mis fin à un ensemble de passe-droits qui étaient entretenus au sein de l'appareil gouvernante, au sein de l'administration gabonaise aujourd'hui. Et là, il peut payer le prix de ces gens-là qui avaient pris l'habitude de ne rien travailler, de ne rien faire du tout et de gagner de l'argent. Il s'est donc mis un peu à dos ceux-là qui aujourd'hui essaient de lui trouver certaines casseroles. Mais il faudrait que la démarche soit porteuse, que la démarche soit objective et que ces gens-là trouvent des sujets véritablement accablants. Et il faut aussi noter que Ali Ben Bongo est soutenu par la classe jeune. Est-ce que c'est aussi un argument de poigne? C'est un argument de poids, véritablement. Je pense que Ali Bongo est un président aujourd'hui dynamique qui a opéré une rupture. Gabon émergent à l'horizon, je crois, 2020. Il a opéré un ensemble de restructuration au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon a, sur le plan de l'éducation, a intégré l'anglais depuis la maternelle, ce qui n'était pas le cas. Le Gabon a diversifié ses partenariats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le principal partenaire du Gabon n'est plus la France, comme par le passé, où vous savez que son papa était capable de donner son avis sur un ministre en France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Gabon a des partenaires diversifiés aujourd'hui. Donc, le Gabon n'est plus la chasse gardée d'un pays. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les relations entre le Gabon et la France aujourd'hui se sont de plus en plus crispées. Pour preuve, les déclarations de Manuel Valls qui estime que le président gabonais n'a pas été élu légitimement comme on l'entend. Ça montre qu'il y a une marge, il y a vraiment une cassure qui est opérée entre le Gabon d'aujourd'hui et le Gabon d'hier par rapport à la France. Juste là, je voudrais que nous parlions à présent de l'immigration. Vous êtes au courant des avancées en termes de la hausse des déplacements. Oui. Alors on dit avec 65,3 millions de déracinés fin 2015, la planète bat un nouveau record. Suivons plutôt. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés attend toujours les promesses de dons faites en février par les pays ayant participé à la conférence de Londres. Ces promesses de plus de 11 milliards de dollars étaient destinées aux pays abritant des réfugiés au Moyen-Orient. Alors que le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter, la non-mise à disposition de ces promesses rend plus délicat la gestion de ces personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés estime leur nombre à environ 60 millions à travers le monde. Le monde est de plus en plus petit et plus de personnes sont déplacées. Plus de crises voient le jour et il n'y a pas de solution. Il devait y avoir un mécanisme pour répondre à ces crises et les arrêter. Selon le HCR,
Plus d'un tiers de réfugiés dans le monde vient de la région du Moyen-Orient. La population du Moyen-Orient, comparée aux 7 milliards d'habitants de la planète, représente 5 à 7% et pourtant il constitue 35 à 40% des déplacés. Le HCR a indiqué que la réinstallation reste la seule mesure efficace pour les déplacés et cela fait partie de ses missions vitales dans la recherche des solutions pour les réfugiés. Voilà, on parle de plus en plus de l'immigration, qu'elle soit clandestine ou alors encadrée. Quelles en sont les causes réellement? Je pense que les causes sont les mêmes les années après les autres. Il s'agit véritablement des conflits qui ensanglantent le monde aujourd'hui. On a le conflit syrien qui est la plus grande cause aujourd'hui de l'immigration. On a aussi les conflits en Afrique, Boko Haram, on a Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a toutes ces zones conflictogènes qui recouvrent le monde entier aujourd'hui, qui sont notamment génératrices de réfugiés et puis de déplacés également. Alors, une immigration, c'est qu'elle soit clandestine ou encadrée, disais-je tout à l'heure. Alors, quelles sont les politiques peut-être que le vieux continent prend, puisque c'est la destination prisée des membres conséquents, s'agissant justement du suivi de ces flux migratoires? Je pense que les résolutions qui sont prises ne sont pas toujours suivies des faits. Pourquoi? Parce que la plupart des pays africains déjà ne s'entendent pas sur les moyens, mais aussi disent ne pas disposer de moyens. Quand vous savez, déjà, les pays africains n'arrivent pas à trouver des solutions idoines et surtout harmonieuses pour lutter contre Boko Haram, pour lutter contre les Shebab, pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb, vous voyez, ce n'est pas maintenant sur les migrations qu'ils vont du coup, du jour au lendemain, se retrouver et parler d'une seule et même voix. Déjà que la question des moyens est une question qui est très souvent brandie sur le continent. Maintenant, vous savez que la question des migrations, de l'encadrement des flux migratoires est très souvent posée en Europe avec l'Union européenne qui s'arrange pour que certains pays soient capables de recueillir les migrants par quota. Et c'est la raison pour laquelle vous avez certaines divergences de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et puis l'Italie. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est quand même que vous parlez de 65,3 millions en 2015. C'est un record. En 2014 encore, depuis le début du conflit syrien, je pense de 2011 à 2014, il y avait une sorte de stabilité. Et depuis que le conflit syrien a lieu, il y a plus de des millions de déplacés. Et vous vous rendez compte que sur les 65,3 millions de déplacés en 2015, vous avez 21 millions en réalité qui sont des déplacés et réfugiés qui partent d'un pays à un autre. Vous avez 40,8 millions qui sont ces déplacés qui ne quittent pas leur pays, mais qui quittent leur foyer, mais qui restent toujours dans leur pays. Et vous avez 3 millions qui sont les demandeurs d'asile. Donc en réalité, c'est bien réparti. Ça peut paraître comme un fourre-tout, mais quand vous appréciez cela sous le prisme de ceux qui quittent un pays pour un autre, ceux qui quittent un foyer pour un autre, ou ceux qui veulent simplement demander l'asile, vous comprenez que ces chiffres sont véritablement intéressants. Et quand vous regardez sur les 10 grands pays, les pays qui reçoivent beaucoup plus les migrants, vous avez 100 pays africains. Et la question revient pour la Turquie qui se fâche à chaque fois à l'Union européenne. On estime que la Turquie est cassée parce que la Turquie est justement le pays au monde qui reçoit, qui accueille le plus grand nombre de migrants. Je crois 2,5 millions. Après 2,5 millions de migrants, après vous avez la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Italie aussi, qui sont des nations très prisées par les migrants. Alors comment le HCR, par exemple, compte gérer cette situation? Le HCR se sent dépassé, déphasé par cet ensemble de choses. C'est pourquoi on demande à l'Union européenne de trouver des voies et moyens avec l'agence Frontex qui a été mise sur pied, mais dont les résultats sont infimes par rapport à la grandeur de l'événement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité est confrontée à nombre de défis. Vous avez des pays comme la France qui ont des questions plus urgentes, si j'ai pu m'exprimer ainsi, à traiter. Il y a la question du chômage, il y a la question économique. Alors, la question migratoire est une question qui vient un peu, qui n'est pas une question urgente pour ces pays-là, par exemple. Vous avez le cas de la Grande-Bretagne qui, on va peut-être le relever, qui a estimé qu'il est plus intéressant pour elle, le Royaume-Uni, de penser à son économie, en train de penser à ce que le Royaume-Uni peut gagner en faisant cavalier seul.
raison pour laquelle il y a eu ce Brexit. Donc vous voyez que la question des migrations intéresse tout le monde, c'est vrai, mais elle n'est pas au centre des préoccupations de tous les pays européens au même niveau. C'est pourquoi vous voyez que sur le continent africain, par exemple, les 5 pays où il y a beaucoup plus de gens qui partent, vous avez la RCA, ça se comprend avec la crise que traverse le pays, vous avez les 2 Soudans qui chaque jour sont en conflit, vous avez la Somalie, vous avez les pays comme le Burundi, aujourd'hui on peut l'estimer, parce qu'avec ce qui s'est passé de ce côté, donc il y a des situations compliquées, il y a la guerre, il y a les coupeurs de route aussi, qui peuvent aussi faciliter ce genre de mouvement. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CAMnews 24 et l'émission s'appelle tout simplement International. Les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union européenne ont approuvé la prolongation pour 6 mois de lourdes sanctions économiques contre la Russie. Ces sanctions avaient été décrétées à l'été 2014 contre l'implication présumée des Russes dans le conflit ukrainien. L'Union européenne prolonge de 6 mois ses sanctions contre la Russie. Ces restrictions économiques se concentrent sur les secteurs énergétiques, bancaires et sur celui de la défense. Ces sanctions sont appliquées depuis juillet 2014 en réponse à l'annexion de la Crimée et à l'enlisement de la situation dans l'est de l'Ukraine. Les Européens accusent Moscou de soutenir les séparatistes ukrainiens. Pour les 28, la priorité demeure donc l'application complète des accords de Minsk, présentés comme la base d'une solution politique dans la région. Dans le même temps, la Commission européenne a proposé de supprimer les visas de court séjour pour les ressortissants ukrainiens, géorgiens et kosovars. Cette mesure concerne en fait les voyages d'études ou d'affaires ou encore les déplacements touristiques. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition de la Commission. Ce projet doit maintenant obtenir l'aval des États membres et du Parlement européen. Alors, Ghislain Kougan, quels sont les secteurs les plus touchés par ces sanctions ? Il s'agit de la banque, des finances, des services et autres qui sont frappés de plein fouet par l'Union européenne contre notamment la Russie. On estime que la Russie continue de soutenir les séparatistes pro-russes contre Kiev. Vous vous rappelez le conflit ukrainien avec la Crimée qui aujourd'hui n'est plus pour ce qui est de cette partie de l'Ukraine, si vous voulez, de la Russie, qui aujourd'hui a fait le choix de la Russie. Donc on estime qu'aujourd'hui, la Russie ne respecte pas les accords de Minsk, que la Russie continue aujourd'hui d'aider les séparatistes pro-russes en armement ou alors en conseil militaire pour notamment tenir tête et puis repousser l'Ukraine, Kiev, jusque dans ses derniers retranchements. Et vous voyez, ces sanctions, il s'agit d'une prolongation de 6 mois, puisqu'on les 28 avaient décidé sur 1 an d'adopter des sanctions de manière progressive, 6 mois d'abord, et de voir comment les choses allaient se faire sur le terrain. Donc les 28 estiment que la Russie n'est pas en train de baisser la garde. Et si les 28 aujourd'hui, moi, ce qui me questionne dans ce qui se fait, c'est que si aujourd'hui l'Union européenne décide de prendre encore 6 mois de sanctions contre la Russie, ça veut dire que finalement ça n'a pas payé, la Russie n'a pas obtempéré. Et si la Russie n'a pas obtempéré, ça veut donc dire que les sanctions prises par l'Union européenne n'ont pas égratigné la Russie, auquel cas la Russie, épuisée comme le souhait des sanctions, aurait vu sa position. Et d'ailleurs, je pense que le ministre russe de l'économie a fait part de ce qu'on va aussi proroger l'embargo sur les produits agroalimentaires de l'Union européenne. La Russie va aussi utiliser un moyen, une façon aussi de répondre à ces sanctions-là. Donc il s'agit d'un ping-pong qui aujourd'hui ne profite à personne. Chaque position, chaque partie prenante campe sur ses positions. Mais quand on écoute carrément le ministre français des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, je crois, il disait qu'il fallait faire des ouvertures, il fallait tendre la main à la Russie, il fallait aller pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a besoin de la Russie. Elle a plus besoin de la Russie aujourd'hui que le Royaume-Uni aujourd'hui a décidé de se retirer de ce bourbier qui finalement dessert peut-être le Royaume-Uni. Au cas où la Russie se sentirait peut-être dérangée ou alors menacée par ces sanctions, a-t-elle les moyens de contester ou alors de s'opposer à cette batterie de sanctions? Mais la Russie n'a pas les moyens directs, mais la Russie
peut avoir les moyens en direct. La Russie peut aussi prendre des mesures, des sanctions. Par exemple, un embargo sur des produits agroalimentaires pourrait amener l'Union européenne aussi à frémir un peu, à revoir ses positions. Et je pense que les décisions qui sont prises à l'encontre de la Russie tiennent également compte de la capacité de nuisance de la Russie au sein de l'Union européenne. Parce que quand vous prenez ce genre de décision, il y a des secteurs névralgiques, des secteurs véritablement, comment dirais-je, difficiles, hein, dont on ne peut pas vraiment s'attaquer. Et donc, quand on prend ce genre de mesures, on veut frapper fort. Pour ce qui est des sanctions contre la Russie, il s'agit des banques, il s'agit aussi des hauts commis d'État, des comptes qui sont gelés. Il n'y a pas un véritable impact sur la virus. Bon, si on prend les banques, oui. Mais si, depuis plus de 6 mois, malgré ces sanctions, la Russie continue à fonctionner normalement. Et la Russie dit aussi prendre ses mécanismes de représailles aussi envers l'Union européenne à travers ce que je vous indiquais tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un peu du ping-pong, un peu. Et puis je pense que la suite du temps nous clarifiera, nous situera suffisamment sur ce qu'il y a lieu de faire, sur les avancées, les reculades, sur les compromis entre l'Union européenne et la Russie. Alors pour sortir de ce sujet, l'implication présumée des Russes dans le conflit ukrainien serait-il l'unique motif de ces sanctions? Oui, c'est le motif qui est brandi aujourd'hui. L'implication supposée, pas avérée, c'est supposé, parce qu'on estime que, en fait, il s'agit de la capacité de nuisance des pro-russes, des séparatistes pro-russes, qui amène, en fait, l'Union européenne à penser que, automatiquement, ces gens-là bénéficient de l'aide de la Russie en armement. La Russie peut leur vendre des armes. Il me souvient également que les armes sont vendues, les États-Unis aussi vendent les armes. Hein. Les armes circulent. Donc, on estime que leur capacité de nuisance en matière militaire ne peut être que le fruit d'un accompagnement de la Russie en armement ou alors ou en conseil militaire. Voilà sur quoi se fondent les sanctions prorogées par l'Union européenne, les 28 de l'Union européenne à l'encontre de la Russie de Poutine. Avec votre permission et celle de la réalisation aussi, je voudrais que nous abordions brièvement le sujet qui est d'actualité en cette semaine finissante. Le Brexit l'emporte. La Grande-Bretagne va donc quitter l'Union européenne. Quel commentaire? Je pense simplement qu'il s'agit d'une chronique, d'une sortie annoncée. Moi, je ne suis pas surpris que le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne sortent de l'Union européenne. Je pense simplement que la Grande-Bretagne était aujourd'hui comme la locomotive de l'Union européenne. Il me souvient encore, il y a cela 2 ou 3 ans, dans un débat, il y avait eu un petit choc entre Laurent Fabius, qui était à ce moment ministre des Affaires étrangères, et David Cameron, qui reprochait à Laurent Fabius que tous les pays ne peuvent pas cotiser de la même manière, parce que si la Grande-Bretagne a un fort potentiel, il faudrait que chacun puisse participer. Il ne faudrait pas qu'il y en a qui cotisent plus que les autres. Et aujourd'hui, si la question de la sortie dans l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne s'est posée, ça veut dire qu'il y a des arguments, des éléments qui ont motivé ce choix-là. Et aujourd'hui, voilà, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Alors, et David Cameron, ce grand défenseur de la politique Union, va-t-il engager des négociations de sortie de l'Union européenne? Autrement dit, est-ce qu'il va continuer à être à la tête? Oui, mais non. Premièrement, le constat est fait. Il est battu. Le oui l'a emporté. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. C'est terminé. Basta. Il n'y a plus de négociations à faire à ce niveau. Deuxièmement, c'est là où je veux qu'on nuance, c'est qu'il a annoncé son intention de démissionner, et non pas sa démission comme beaucoup l'ont dit. Ça veut dire qu'en fait, il s'agit d'un échec. Et comme les Européens savent bien assumer, il faudrait qu'il assume, parce qu'il était pour le non. Le non a perdu. Ça veut dire qu'en réalité, la plupart des Anglais ne lui ont pas accordé leur suffrage, n'ont pas écouté sa politique. Et c'est donc naturel qu'il veuille bien démissionner. Maintenant, on verra dans quelle mesure est-ce qu'il pourra continuer, ou alors il va véritablement joindre le geste à la parole en rendant justement sa démission, parce que là, il était véritablement débouté. On va tout simplement dire que la sortie du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, oui, voilà l'appellation qui est convenue en relations internationales, je ne vous apprends rien. On parle du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Oui. Le processus de sortie sera encore un peu plus long, mais pour l'instant, juste là, on va vous remercier d'avoir accepté l'invitation de CANNEWS 24, surtout internationale. Le plaisir est partagé. Merci à tous vos téléspectateurs. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur le même plateau avec la même équipe de production et rédactionnelle internationale. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé et à très bientôt.